Professeur. En respect et surtout en pensée, je vous demande de commencer cette conférence par une minute de silence, de vous lever en l'honneur de notre confrère Chokri Belaïd. Dans ses prémices, pour origine d'accueillir la veuve d'un martyr. Mais cette coopération entre des associations économiques franco-tunisiennes aura un avenir certain. Au pupitre, à côté de moi, maître Saïd Agarache, avocat au barreau de Tunis, membre de l'association tunisienne des femmes démocrates. En bout de table, monsieur le professeur Jamil Saya, professeur de droit public à l'université de Grenoble. Manque à ce pupitre, monsieur le bâtonnier du barreau de Tunis, Chaouki Taïb. Chaouki Tabib m'a écrit ceci. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble, maître Jean-Yves Balestas, mon cher confrère, je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements au nom des membres de mon conseil, au nom des confrères avocats tunisiens, pour votre soutien en ces moments tragiques que traverse notre barreau après l'assassinat de notre cher regretté confrère Chokri Belaïd, avocat, défenseur des droits de l'homme. Je vous remercie aussi pour l'invitation que vous m'avez adressée à assister à la conférence organisée le 21 février 2013 en la maison de l'avocat de Grenoble, où vous avez voulu rendre hommage à notre confrère Chokri Belaïd en signe de compassion, de sympathie à sa famille. Malheureusement, je ne peux y participer étant retenu en Tunisie au regard de la situation actuelle que vit notre pays. Bâtonnier Chaouki Tabib, le message du barreau de Grenoble est bien reçu. Un remerciement enfin à Madame le bâtonnier Pascal Modelski, présente sur la table du pupitre, présidente de la commission internationale au sein du barreau de Grenoble, et toute l'équipe qui l'entoure et qui œuvre pour la réussite de cette soirée. Maître Chokri Belaïd, votre voix de défenseur des droits de l'homme s'est éteinte à jamais. Maître Chokri Belaïd, votre robe, notre robe, identique entre les deux bords de la Méditerranée, dort à jamais dans votre placard. Maître Chokri Belaïd, votre assassinat, qui est une insulte à la démocratie, ne permettra pas à ceux qui l'ont commandité de nous faire taire dès lors qu'il s'agit de défendre l'esprit de liberté et la défense de la défense que vous symbolisez encore plus mort que vivant. Maître Chokri Belaïd, vous nous avez offert une voix, une robe, une maman de 2 enfants, une belle personne, notre confrère Basma Kalfaoui. C'est une voix d'avocat et c'est une voix de femme. Les femmes en Tunisie sont motrices des valeurs dès lors qu'elles sont démocratiques. Elles sont en harmonie comme une belle symphonie. Symphonie qui est ce soir fantastique, comme l'aurait voulu son compositeur Hector Berlioz, né il y a à quelques mètres d'ici. Il n'y aura aucune fausse note ce soir, puisque ce sont 2 barreaux qui s'expriment. Maître Basma Kalfaoui, vous êtes notre chef d'orchestre.
car vous savez combien le plus faible des instruments est indispensable pour l'unisson d'une partition de liberté. Vous avez su rencontrer, Basma, la veuve d'un policier tué au cours des événements récents, pour lui faire part de votre compassion. La violence n'est pas notre partition commune. Cette symphonie fantastique que nous allons représenter ensemble par nos deux barreaux, des deux bords de la Méditerranée, c'est pour au final crier que la Tunisie ne peut s'isoler et se retirer du monde de la démocratie après votre si belle révolution. Cette symphonie, nous n'avons pas le droit de cesser de la jouer. Comptez sur la détermination de nos confrères grenoblois pour rejoindre cet orchestre de la liberté. Je donne la parole à Madame le bâtonnier Pascal Modelski. Monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les personnalités, Madame, chère Basma, les 56 000 avocats de France ont fait part de leur immense tristesse suite à l'assassinat de Chokri Belaïd et leur inquiétude. Ils s'associent tous au deuil qui touche ses proches et le barreau tunisien. Mais les témoignages de soutien et de sympathie, s'ils sont importants et nécessaires, ne sont pas suffisants. En vous recevant, Madame, accompagnée de vos filles, nous savons que nous accueillons une femme et des enfants qui affrontent la souffrance. Nous ne pourrons dire en parcourant les 2 années qui viennent de s'écouler dans votre pays qu'il s'agirait d'une souffrance de plus, votre père, votre foyer, votre vie tout simplement. En partageant avec vous ces moments d'émotion, de souvenirs, mais aussi peut-être surtout de témoignages, nous devons concevoir que l'épreuve de ce jour, majeure, constitue une étape, certes terrible, de votre combat, de vos combats, des combats que vous partagiez avec votre époux, notre confrère. Vous les poursuivez aujourd'hui entourés de vos amis et entourés aussi de tous ceux qui espèrent, par votre exemple, et veulent le suivre, à des jours meilleurs pour la Tunisie. Ainsi, votre présence parmi nous, témoignant de votre engagement au-delà de vos seuls sentiments intimes, nous inspire émotion, admiration et reconnaissance. Votre présence nous engage aussi, Madame. Le barreau de Grenoble a tissé des liens étroits et des liens forts avec le barreau de Tunisie, sous l'impulsion notamment du bâtonnier Jean-Luc Médina, qui a su nous faire partager l'amour qu'il porte à votre pays, qui est aussi le sien. Sous l'impulsion aussi du bâtonnier Balestas, qui a poursuivi ces liens forts et étroits. Cet engagement est résolu, il est loyal, il est indéfectible. Il ne s'agit pas pour nous de prétendre à une responsabilité autonome comme un grand frère voudrait s'occuper d'une famille. Il s'agit pour nous de vous entendre et de vous dire que les valeurs culturelles, humanistes, et pourquoi ne pas le dire historiques que nous partageons, nous conduisent à vous assister si vous le souhaitez, vous soutenir dans les actions que vous désignerez et vous accompagner autant que vous l'accepterez. Devant une révolution, devant les épreuves précédées de tant d'espoir, devant l'exemple de nos confrères tunisiens, l'exemple de notre confrère, de votre époux, nous devons être, nous, avocats français, humbles et modestes. Mais nous devons aussi espérer avec vous du sacrifice de vos nombreux compatriotes, de celui de nos confrères, de notre confrère, de votre époux, et vous suivre dans la conquête des libertés qui vous manquent encore et auxquelles nous devons vous aider à accéder. Comment résisterions-nous à cette espérance alors que vous l'incarnez vous-même en pleine épreuve et dans le tourment? Comment résisterions-nous à cette espérance alors que nous savons que la liberté n'est jamais un état, qu'elle est toujours le résultat d'une conquête et mérite toujours le combat de sa préservation? Comment résisterions-nous alors que nous savons qu'ici comme ailleurs,
La liberté n'est jamais un acquis, mais toujours un équilibre fragile que les individus doivent entretenir et que les avocats doivent défendre. Vous recevons, Madame, chère Basma, nous devons renouveler notre conviction et partager vos certitudes. L'espoir est aussi un combat, n'est-ce pas? Merci à vous. Avant que la conférence ne commence, je me dois de remercier bien sûr Maître Christine Triffaut qui représente le Conseil général de l'Isère, Monsieur le bâtonnier Jean-Michel Détroyat qui représente le maire de Grenoble Michel Destot, avec sa délégation, Monsieur Schwarzbrot et Madame Muth. Je vois bien sûr le président de la Chambre des notaires, mon ami Hervé Blanc, bien d'autres personnalités qui, discrètes, au premier rang ou au dernier, sont là simplement par amour de la liberté de la Tunisie. Monsieur le bâtonnier Jean-Paul Calou, barreau de Chambéry, qui est aussi de la discrétion même, mais qui est là simplement, sans faire de bruit, pour un mouvement commun, celui de la défense des libertés et de la profession d'avocat. Comment nous allons nous organiser? Je pense que vous attendez bien sûr les premiers mots de Basma Khalfaoui. Je pense que c'est elle qui va débuter. Ensuite, je crois que ce sera dans le rôle, c'est en fait ensuite peut-être le professeur, je ne sais pas comment on va s'organiser, et puis ensuite on vous donnera la parole. On vous souhaite une bonne soirée, bien sûr, je n'ai pas oublié l'ancien président du Conseil national des barreaux, le bâtonnier Michel Benichou, qui là aussi discrètement nous fait honneur. Je pense que le bâtonnier Jean-Luc Medina, mais je ne l'ai pas vu là, mais il est certainement présent, du Tunisien de cœur. Tous ces avocats aux côtés de moi sont une force avec laquelle je peux avancer. Merci, je donne la parole donc maintenant à Basma Khalfaoui. Moi, je n'ai pas préparé un discours. Et en parlant avec ma fille Nailouz, elle m'a dit « Maman, s'il te plaît, commence parce que commence toujours papa dans les conférences. » Et ce qu'il disait toujours, je vais vous le dire en arabe et je traduirai peut-être après, à l'ouverture de chaque conférence, il disait avec beaucoup de force, ارفعوا رؤوسكم فأنتم في حضرة الوطنيين الديمقراطيين ارفعوا رؤوسكم فأنتم في حضرة الجبهة الشعبية. Et je commence par ces paroles. Il commençait toujours par lever la tête. Et certainement, quand il faisait ses conférences, il était au sein de son parti. Donc, il demandait de lever la tête comme on est en présence de parti des Patriotes démocrates unis. Et donc, moi je vous demande de lever la tête. On est en présence de l'esprit de Chokri Belaïd, qui a été assassiné pour la liberté, pour ses valeurs humaines et universelles. Et j'aimerais bien parler de Chokri Belaïd, l'homme, le père de mes deux filles, Chokri Belaïd, la personne, Chokri Belaïd, l'avocat, Chokri Belaïd, le militant depuis X temps. Et moi, juste après l'assassinat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pleurer? Quelle personne je vais pleurer? Il est mon mari, il est le père de mes filles, il est mon camarade, il est mon ami, il est mon confrère, je vais pleurer 5 ou 6 personnes en une seule personne. Et c'est un peu trop. Donc Chokri Belaïd, il était... ceux qui connaissaient Chokri ne pouvaient que l'aimer. C'est pas parce qu'il est disparu maintenant, mais c'était un homme de principe. C'était un homme chaleureux. C'était un homme qui portait beaucoup d'amour en lui. C'était un vrai papa pour Nailouz et Nader. Il était tout le temps là, malgré ses occupations politiques et syndicales, professionnelles. Il a essayé d'offrir à ses filles tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il possédait d'amour, de temps, tout ce qu'il possédait.
et à ses filles et à moi aussi. Donc on vivait réellement dans une famille pleine d'amour. Et c'est pour ça, ce qui me fait tout le temps réjouir un peu, c'est l'amour que je vois autour de moi. Et je sens que c'est son âme qui était tout le temps pleine d'amour, qui ressort maintenant après son assassinat. Chokri Belaïd, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui était, depuis qu'il a commencé à exercer, qui avait tout de suite, il a commencé à défendre les procès, dont les procès de liberté. Tout de suite, il a commencé à défendre avec une très haute voix. Il n'a jamais reculé, il n'a jamais essayé d'être délicat, ou il n'a jamais essayé de cacher une vérité, il n'a jamais essayé de camoufler surtout pour des raisons politiques. Il avait toujours la parole claire, directe. Il n'a jamais craigné quoi que ce soit. Et c'est les procès des islamistes, c'est les procès les plus fameux que Chokri a travaillé là-dessus. Il a très bien travaillé ces dossiers, et avec cœur et âme. Il travaillait sans compter, sans calculer, il était très professionnel. Il a fait son travail vraiment à terme, comme en tant qu'avocat. Il a réussi plusieurs procès, et il était l'avocat déjà en une période très courte. Il était l'avocat parmi les avocats les plus connus en Tunisie et ailleurs. En tant que militant aussi, Chokri Belaïd a commencé son parcours de militant depuis qu'il était au lycée de Louardia. Et ce qui est source de fierté, c'est que là où il était, ça bougeait énormément. Là où il était en secondaire, le lycée était vraiment... tous les élèves étaient c'était la période du lycée de Louardia. Il était à la faculté, et c'était l'époque la plus où il y avait vraiment les actions les plus chaudes, je dirais. Et puis dès qu'il était au barreau, le barreau a commencé vraiment à avoir des activités très en avance. Il était vraiment un militant très sincère, très profond, très démocrate au sein de son parti. Il a commencé à se connaître, et tout le monde, même ceux qui ne le connaissaient pas avant, commençaient à le respecter surtout, et vouloir entendre son discours attentivement, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il avait un discours clair et direct. Et je crois qu'on m'a posé plusieurs fois la question: pourquoi l'assassinat de Chokri? Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Chokri a été assassiné. Parce qu'il était très franc, il était très direct, il était c'était son choix. Tout ce qu'il possédait comme information, comme document, concernant le déroulement de la vie politique en Tunisie, il n'a jamais tardé à poser ces informations et ces documents devant tout le monde sur les plateaux de la télévision. Et donc, c'était pour ça. Parce que il était... tout ce qu'il disait, Chokri Belaïd, après quelques moments, l'histoire a montré que ce qu'il disait est vrai. Et donc, il ne mentait pas. Réellement, il n'a jamais menti au peuple, et il a dit tout ce qu'il pensait, et c'est pour ça qu'il a eu la confiance de tout le monde, et c'est ce qui a fait aussi son assassinat, parce que les adversaires
n'aime pas du tout la clarté, n'aime pas du tout dire les choses au jour, n'aime pas du tout la lumière, n'aime pas du tout et donc on l'a assassiné d'une manière sauvage, d'une manière brusque et d'une manière très organisée. Et c'est pour ça qu'on maintient à avoir une enquête sérieuse, profonde, et pour avoir la réalité, la vérité aussi, et rien que la vérité. On n'a aucune intention d'avoir des scénarios qui sont préparés d'une manière préalable, parce que c'est un crime politique, c'est un crime très organisé, et on n'acceptera jamais d'avoir des informations ou une finalité de l'enquête qui mène à ce qu'une personne isolée, comme ça, un coup de tête, il a essayé d'assassiner Chokri Belaïd. Et je crois que c'est le scénario qui est en train de se préparer maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que toutes les pistes sont possibles. Et si on n'arrive pas à avoir la vérité, toute la vérité, on pourra à ce moment-là avoir accès à des procédures internationales et à une enquête, à demander une enquête internationale. Donc pourquoi Chokri? C'est parce qu'il est... parce que c'est un grand homme, parce qu'il représente l'avenir de la Tunisie, parce qu'il pense à maintenant, mais il pense surtout à l'avenir, et parce qu'il donnait des solutions réelles, parce que et moi, la première réaction, c'était parce qu'il demandait le dialogue, il a insisté sur le dialogue. Il a ouvert les bras, la dernière émission qu'il a faite, il a insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec tous les partis, y compris le parti Nahda qui refuse le dialogue. Il n'a pas cessé de montrer, de décortiquer les messages politiques envoyés par les partis au pouvoir. Il n'a pas cessé de vulgariser la langue politique, les actes politiques à tout le monde, à tout le peuple, et donc il devient dangereux pour eux. On m'a demandé aussi qu'est-ce que ça me fait, les funérailles de Chokri, tout ce monde qui est sorti dans la rue. Et j'ai dit que ça me donne beaucoup d'espoir. Et j'ai dit, je pense que en peu de temps, il y aura des centaines de Chokri Belaïd à Tunis. Il y aura de centaines de personnes qui vont dire leurs paroles claires et directes. Il y aura des centaines de personnes qui étaient peut-être, je dirais, entre guillemets, paresseux, parce qu'il y avait Chokri Belaïd qui parle à leur place. Mais maintenant, je suis sûre que tout le monde va bouger, tout le monde va essayer de créer l'idée, de créer les solutions, de créer une situation que mérite la Tunisie. Je suis sûre et certaine qu'il y a plein de Tunisiens et Tunisiennes qui porteront le flambeau, et je ne peux que être avec eux, et même en avance. Et on m'avait dit maintenant, on m'avait demandé si j'ai pas peur par le fait de dire que je vais continuer le combat de Chokri. Et je viens de dire aussi à la presse qu'il y a des listes. Je ne serai pas ni la première ni la dernière si je serais encore ajoutée à cette liste. Il y a des listes qui sont visées et qui seront peut-être assassinées prochainement. Et donc, on ne va pas baisser les bras. Et je suis sûre qu'il y aura plusieurs Tunisiens à l'intérieur et à l'extérieur qui ne baisseront pas les bras. Et on va avancer vers une Tunisie libre, vers une Tunisie pour réaliser la dignité pour tous les citoyens, l'égalité, l'équité sociale pour tous les citoyens. Je suis optimiste, oui, je suis optimiste.
Je suis optimiste parce que je sais que Chokri Belaïd a fait bouger les choses pendant sa vie. Et je sais, et je suis certaine que Chokri Belaïd va aussi bouger, va bouger toutes les énergies, aussi par son assassinat et par sa mort. Donc je suis optimiste et je serai là, je suis là, je ne céderai jamais, je ne m'arrêterai jamais, jusqu'à ce que j'aurai la vérité, jusqu'à ce que j'aurai arrivé avec mes camarades et avec mes amis, avec tous les démocrates en Tunisie, tunisiens à l'intérieur et à l'extérieur, avec tous les démocrates au monde, jusqu'à ce qu'on arrive à la Tunisie libre. Et merci. C'est assez formidable ce qui se passe ce soir. Je dois vous dire que, d'abord, mes confrères sont là, les Tunisiens sont là, les élus sont là. Je viens d'apprendre la venue de Christine Tardy, qui est maire de Mélan. Discrète. Je ne l'avais pas vue. Il n'y a pas de revendication, il y a simplement le respect d'une femme au combat. Je donne la parole au président de l'association ACEFT qui participe avec l'ordre du barreau de Grenoble à cette manifestation. Tu as la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Basman, d'avoir accepté de venir à nos côtés. Nous sommes tous très enchantés. Je pense qu'on est très touchés et on se présente collectivement nos condoléances. Je voulais aussi remercier beaucoup tous ceux qui ont aidé à réaliser tout ça. Je voulais remercier le bâtonnier Balestas, le bâtonnier Modelski, ainsi que tout l'ordre des avocats. Je voudrais remercier aussi toute notre équipe. Je voudrais remercier aussi beaucoup Jean-Luc Medina qui nous a soutenus. Je voudrais remercier Saïd Agalache. Je voudrais remercier tous les membres de notre association qui se sont démenés pour essayer de réaliser ça. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui témoignent de la solidarité et de la sympathie à un moment aussi difficile pour la Tunisie. Je crois que tout le monde veut répondre non à la violence politique. Cette ligne rouge qui a été franchie, tout le monde veut dire non à la violence politique. Il est difficile d'avoir la présence d'une certaine logique pour construire un discours devant ce monde-là et en l'absence de Chokri, tout en parlant de lui dans le passé. Quand on est ami avec lui, camarade, ainsi de suite. C'est vrai qu'il m'est difficile aussi de ne pas avoir des moments d'évasion en se rappelant de Chokri que j'ai connu depuis l'année universitaire 85-86. Et j'étais en train de me rappeler, parce que Basma a commencé de parler de lui, Chokri, l'être humain, quoi. L'homme, l'ami, le partenaire, ainsi de suite, et ça m'a renvoyé plein d'images. Chokri, je me rappelle la première leçon politique qu'il m'a donnée en 86. C'était comment respecter les instances, disons, du parti, et de ne pas tout raconter, même à son partenaire, du moment où il n'est pas dans la même instance. À l'époque, on était juste un petit groupuscule, quoi, de gauche. Et il y avait un différent, c'est lui qui était chargé de superviser tout travail au niveau des femmes et des étudiantes, quoi, la présence féminine dans le groupuscule de Ouattara. Le baron de Grenoble nous avoir donné l'occasion d'être là. C'est très difficile pour moi, émotionnellement, humainement, et puis je dirais même politiquement, d'intervenir après Basma, après Saïd. Et donc je vais essayer, c'est toujours en fait un peu futile de parler de la Constitution, c'est toujours un peu
un peu dérisoire, superficielle, de ramener en fait cet engagement, cet élan, cette Tunisie debout, représentée par Besma par une petite intervention sur la constitution tunisienne telle qu'elle est en train de se confectionner actuellement. Mais je vais dire ça parce que il faut absolument aussi que les uns et les autres sachent ce qui se passe dans ce pays et comment effectivement on est en train d'instrumentaliser cet outil qui est quand même fondamental pour un état de droit qui est la Constitution lorsqu'on est juriste et ici on a des très bons juristes qui savent pertinemment qu'un état de droit ne peut fonctionner que lorsqu'il y a une constitution. Une constitution ne peut être réellement, je dirais, une constitution telle que les grands penseurs, les grands juristes l'ont pensé et l'ont réfléchi que lorsqu'il y a un contexte, un environnement constitutionnaliste. Le constitutionnalisme, c'est l'ambiance, je dirais, c'est le fondement d'une constitution. Or, notre constitution, telle qu'elle est préparée aujourd'hui, telle qu'elle est en train d'être confectionnée et dépourvue, malheureusement, d'un constitutionnalisme réel, de cette philosophie, de cette élan de générosité, de cette volonté d'un peuple, d'un petit peuple méditerranéen qu'en 23 jours a mis un terme à une dictature de 23 ans. C'est quand même assez intéressant de le dire et de le savoir. Portalis disait, lorsqu'il parlait de la Constitution, disait que les mains qui écrivent une Constitution tremblent. Or, visiblement, en tout cas, les mains qui écrivent notre Constitution ne tremblent plus, elles ont attrapé le Parkinson. Et elles tremblent tellement qu'on ne sait plus exactement ce qu'ils sont en train de nous écrire. Ils sont en train de nous écrire une pièce de théâtre. Ils sont en train de nous écrire, en tout cas, un document que personne ne sait aujourd'hui, ni constitutionnaliste, ni politique, ni un citoyen lambda de la Tunisie n'arrive à le lire. Mais ils sont en train d'écrire. Ils prennent leur temps. Ils prennent énormément de temps. Alors, lorsqu'on sait la situation dans laquelle se trouve la Tunisie, lorsqu'on sait également le contrat moral et politique et éthique que cette assemblée constituante a accepté lorsque ont pris le pouvoir ces députés, c'était de faire une constitution, d'adopter une constitution, de l'écrire en anglais. Là, on est à peu près au-delà de 1 an et demi, quasiment 2 ans, et quasiment rien n'est fait. Ce que je vais vous dire, c'est uniquement un commentaire sur un brouillon d'une constitution qui n'est pas encore ni finie, ni adoptée. C'est une constitution effectivement dangereuse. Et un brouillon de constitution, s'il se présente à l'Assemblée constituante de cette manière-là en acte définitif, c'est une constitution peu acceptable. En tant que professeur, je dirais même, ils peuvent mieux faire. Et c'est une copie de très mauvaise qualité. Parce qu'ils sont en train, en fait, de nous mettre d'installer un État qui ne correspond pas à la tradition tunisienne, qui ne correspond pas en fait à ce que rêvait Besma, à ce que rêvaient en fait tous les Tunisiens. Les Tunisiens ont mis un terme à un despotisme. La différence entre le despotisme et le totalitarisme, si rapidement je vais faire quelques réflexion théorique, le despotisme, c'est un prince, c'est un dictateur qui instrumentalise l'État, qui l'instrumentalise en son service, pour le compte de sa famille, pour le compte de ses désirs. Et il transforme en fait tout l'État avec tous ses services, ses instruments, en une espèce de chose entre ses mains. Ce que Ben Ali a fait, c'est une dictature despotique. Ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est autre chose. C'est un État totalitaire. La différence entre le totalitarisme et le despotisme, c'est que l'État totalitaire et le totalitaire s'intéressent, je dirais, peu de ce qui se passe. Ce qui l'intéresse, c'est arriver au pouvoir, et généralement démocratiquement, mais dupliquer l'État. Créer un double et laisser l'État légal le marginaliser au profit d'un État double, d'un État qui va être, en revanche,
en son service. C'est une manière de faire en sorte que de la police, la justice, l'armée, tout sera dupliqué, même, je dirais rapidement un mot là-dessus, même les services sociaux. Tout doit être dupliqué au service du parti, au service bien évidemment de ceux qui gouvernent. Et là, on n'est plus dans un système d'un despotisme individualisé, d'un despotisme désigné, visible, mais on est effectivement dans une espèce de chose innommée où on ne sait pas exactement qui décide. Ce qui se passe actuellement pratiquement en Tunisie. On a une police quasiment parallèle, on a des services sociaux parallèles, on a une justice parallèle, et j'ai appris récemment que le ministre de la Justice a donné autorisation pour créer des juges de Shara, c'est-à-dire des juges religieux qui se promènent d'une maison à une autre pour dire la justice. Et là, on n'a pas encore ni adopté la Constitution, ni ils n'ont même pas encore confirmé, je dirais, leur légitimité électorale. Donc là, c'est un élément quand même important à signaler. Et je dirais rapidement, pour l'histoire, que Hitler est arrivé au pouvoir, bien évidemment, enfin, c'est une banalité de dire oui, voilà, grâce à la démocratie. Mais ce n'est pas ça, en fait, le plus important. Je voulais, en fait, insister sur un point qu'on trouve peu, parfois, dans le livre d'histoire, et on enseigne peu cet épisode-là, cet événement-là. C'est que Hitler, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, n'a pas touché l'État allemand, a laissé l'État allemand. Il a dupliqué l'État allemand. Il a créé un double. Et surtout, et ça c'est la ruse la plus importante, il a quand même mis les députés allemands en mission, en conclave, pour réviser la constitution de Weimar. Or, la constitution de Weimar n'a jamais été révisée, Hitler ne l'a jamais abrogée, il ne l'a jamais appliquée. Et là, suivez mon regard, ça fait 2 ans qu'ils sont en conclave pour faire une constitution. Mais entre-temps, le temps passe, entre-temps, ils dupliquent l'État. Et là, c'est un élément quand même important, et c'est dans ce sens-là où, effectivement, ceux qui ont tué Chokri Belaïd, ils ont tué en fait la liberté. Ils veulent également tuer cette Tunisie tolérante, cette Tunisie méditerranéenne, cette Tunisie ouverte, cette Tunisie justement qui cherche à ne pas s'enfermer sur elle-même, qui cherche à être, je dirais, une parmi le monde. Eux, ils veulent effectivement nous enfermer dans une forme d'identité, dans une manière d'être imposée et dans un tunnel où il n'y a pas le choix que d'avancer, mais d'avancer d'une manière aveugle. Alors, tout ça vous donne en tout cas une idée sur l'arrière-pensée de ceux aujourd'hui qui font la Constitution, de ceux qui sont aujourd'hui en train de nous préparer ce texte fondamental qui va être bien évidemment la référence, le référent, la base de notre société moderne. Et si effectivement il tarde, c'est parce que il y a un vrai problème. Un vrai problème dans l'ADN même de la majorité qui est arrivée au pouvoir. Ce problème, c'est qu'ils ne croient pas en l'État. C'est un problème fondamental parce que pour eux, le souverain, il n'est pas sur terre, il est ailleurs. Et le souverain a une souveraineté absolue. Ce souverain absolu se transforme sur terre comme étant un souverain totalisant, et à partir de là, point de contradiction, point d'autre manière d'être. C'est le retard, c'est l'explication à donner justement à cette temporalité longue, à cette main qui tremble ou je ne sais pas quoi qui a attrapé le Mercansi. C'est une constitution effectivement qui ne croit pas en la souveraineté populaire. Et à partir de là, les grands principes fondamentaux d'un constitutionnalisme réel, d'un État démocratique classique, sont plus ou moins absents ou plus ou moins ambigus. D'abord, la question de la séparation entre le temporel et le spirituel. C'est un vrai problème. Un jour, ils nous disent, nous sommes pour la séparation. On va séparer le temporel et le spirituel, et donc, dans le vocabulaire de la classe
politiques et des juristes tunisiens, un État civil. Alors je ne sais pas, parce qu'il ne veut pas dire un État sécularisé ou un État laïque, mais peu importe, parce que là aussi ils ont réussi un coup de force, et je dirais un coup de maître, c'est de transformer la laïcité comme étant en fait une insulte. Lorsque vous dites que vous êtes laïque, là vous êtes un athée, et donc forcément on peut même décréter, comme ils ont fait pour Chokri, donc on peut décréter par fatwa interposé de vous tuer en tant qu'apostat. Ils ont réintroduit l'apostasie d'une manière implicite. Et donc cette question de la sécularisation n'est pas encore réglée, puisque dans l'article 1er, la Tunisie est une république. Donc là aussi, c'est un acquis du patrimoine tunisien, parce qu'ils ont voulu aussi partir de la page blanche, comme si la Tunisie est un pays qui vient de se créer. Ils veulent en fait une revanche sur leur propre histoire. Lorsqu'on est quand même une majorité politique qui se dit démocratique, on ne peut pas faire la politique par revanche. On fait la politique au service de son peuple. On fait la politique par générosité. Ils sont dépourvus de générosité, ils sont dans la revanche, par ce processus bien évidemment constant de rappel à leur passé victimaire. Or, comme si effectivement les Tunisiens ont été responsables de cela. C'est la raison pour laquelle, là encore, une parenthèse, on voulu introduire, là on introduit une disposition qui prévoit que l'islam est une religion qu'aucun constituant n'a la possibilité de réviser, et c'est une religion de l'État. L'article 1er est complètement neutralisé, complètement anéanti, et à partir de là, c'est fini. Donc comment peut-on aujourd'hui parler de sécularisation? Et on nous avance bien évidemment l'article 1er, on dit, voilà, c'est fait, on a accepté, mais l'article 148, il met complètement KO la sécularisation. Donc la question de la séparation entre le temporel et le spirituel n'est pas encore réglée, et chaque fois on a quelqu'un, un cadre, un responsable, le chef spirituel de ce mouvement-là, qui nous dit, ben voilà, la charia, il ne faut pas l'oublier. Hein. La charia, elle peut effectivement être un référent, une référence dans la Constitution. Alors on ne sait pas, une fois dans la Constitution, après, non, elle va être quelque part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, qu'elle est en filigrane, elle n'a pas disparu. Et là, ça fait partie, là encore, de ces problèmes, de cette ruse, aujourd'hui, politico-juridique, je dirais même historique, que ces personnes-là sont en train de nous la jouer, ou en tout cas de nous la donner. Autre chose importante, la question de la séparation des pouvoirs. Là encore, comment voulez-vous, en fait, introduire une séparation réelle des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et toutes les catégories de pouvoirs, lorsqu'effectivement, rien, depuis qu'ils sont arrivés, n'a été fait ni pour la justice transitionnelle. Là, la justice transitionnelle est devenue, en fait, une espèce de souk-rokad, c'est-à-dire c'est une espèce de forum où, effectivement, une foire à l'Expo, où tout le monde vient pour parler, et puis tout le monde rentre, mais de toute façon rien n'a été fait. Mais plus dangereux que ça, c'est que pas de justice indépendante. Dans leur pratique, ce n'est même pas aujourd'hui dans les dispositions constitutionnelles. Donc, pas de haute autorité, ni de Conseil supérieur de la magistrature pour réguler, pour encadrer, pour en tout cas mettre les bases d'une véritable justice indépendante. Rien, déjà dans la pratique, dans la Constitution, tout est fait, mais tout est fait sans aucune conviction, tout est tamisé pour justement faire comme si, mais ne pas aller réellement vers les dispositions qui permettent de mettre en place un système de séparation des pouvoirs. D'où la difficulté de choix du régime. Est-ce qu'on va vers le régime parlementaire, est-ce qu'on va vers le régime présidentiel, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas encore réglé la question de la séparation de pouvoirs. Et ils n'ont pas encore réglé, je dirais, tout bêtement, la question de l'État, parce qu'ils ne croient pas en l'État. Lorsqu'on ne croit pas en l'État, on a beaucoup de mal à accepter les règles classiques d'un État, même d'un État légal, rationnel à la Ben Ali, même, alors n'en parlons pas, d'un État de droit. Donc la question de la séparation de pouvoir est encore en suspens, rien n'a encore été fait, et tout est à écrire, et tout à faire, alors que, voilà, on est dans une situation de transition, on est dans une situation d'incertitude, mais bon, ils prennent quand même leur temps. Autre aspect quand même... Je vais conclure, professeur. Oui, je vais conclure. On a parlé à la salle. Je vais conclure.
Donc, mais rapidement quand même, par rapport à des dispositions importantes, outre la sécularisation, la séparation de pouvoir, alors les droits fondamentaux. C'est quand même assez curieux, c'est une majorité politique qui a été protégée. Grâce au droit universel, grâce au droit international. Ils ont vécu en France, ils ont vécu à Londres, en Belgique ou ailleurs, justement grâce à ce droit-là. Aujourd'hui, ils ne veulent pas introduire le droit universel. Ils ne veulent pas que la Tunisie, qui a ratifié toutes les conventions, que ces conventions soient inscrites dans la Constitution. Ça dit long. Alors moi je me dis, rapidement, là je vais conclure, soit ils ont peur d'être jugés par le droit international parce qu'ils ont quand même une petite arrière-pensée et ils savent que le vent va tourner, ou purement et simplement, c'est des gens, comme on disait lors de la Révolution française, pour les immigrés à l'époque qui rentraient en France, ils n'ont rien appris et rien oublié. Chez nous, ils n'ont rien appris de Londres, rien appris de Paris, rien appris de Bruxelles. Mais ils n'ont rien oublié. Ils sont revenus 23 ans après, comme ils sont partis, avec la même revanche, avec la même volonté de vouloir, en tout cas, soumettre le pays à une forme de régime totalitaire qui doit nous inquiéter. Qui doit nous inquiéter d'abord, nous, Tunisiens, parce qu'on est quand même concernés. Qui doit vous inquiéter, vous. La Tunisie est à 1h30 d'avion. Donc, vous pouvez, et votre présence nous fait chaud au cœur. Vous pouvez nous aider. Vous pouvez aider la démocratie. Vous pouvez aider la Tunisie moderne. Vous pouvez aider Basma. Vous pouvez aider Saïd. Vous pouvez aider toutes ces personnes qui sont aujourd'hui engagées dans ce combat. Et la France a la générosité, a les moyens pour aider les démocrates. Et je pense que la Tunisie peut s'en sortir. Je suis certes inquiet, mais je suis optimiste, parce qu'à l'intérieur de ce petit pays, il y a des gens qui ne laisseront jamais faire. Parce qu'ils ne vont pas, comme ils essaient de nous faire croire qu'on marche debout. Mais l'autruche aussi marche debout. Mais l'autruche marche debout quand elle a peur, elle met la tête dans le sable. Nous ne mettrons pas notre tête dans le sable. Je vous remercie. En particulier ici à Grenoble, on a été très touchés du départ de Chokri. Chokri, pour parler de Chokri personnellement, j'ai vu ses interventions et la compréhension que je me suis fait de ces interventions répétées. C'est pas sur l'économie, c'est pas sur ce qu'il va devenir, mais simplement à partir du moment où on a commencé à toucher dans l'âme de la Tunisie, dans sa conception sociétale, il a ramené le débat sur notre Tunisie que les uns les autres nous connaissons. Elle n'a pas démarré il y a 1400 ans, elle a démarré au-delà. L'instance supérieure pour les élections, qui donc a permis, avec des élections libres, démocratique et transparente pour la première fois de l'histoire de la Tunisie, aux islamistes modérés, démocratico quelque chose avant les élections, pour, etc., l'égalité, la parité, et puis après, qui ont complètement changé, qui sont revenus avec une autre stratégie, soutenue de l'étranger, avec donc tout ce qu'on sait par la suite. Alors ma question, c'est le rôle de la justice. Peut-elle ou pas être indépendante en Tunisie, parce que les avocats ont été sur le front contre aussi bien le despotisme de Bourguiba, c'est un despotisme éclairé, il y a eu de la torture, de l'injustice, etc., quand même, de la répression, et ensuite la dictature mafieuse de Ben Ali, pareil, les avocats étaient là, aux premières lignes, et on ne voit pas encore la justice indépendante arriver. Alors je profite qu'il y ait beaucoup de juristes là pour nous répondre sur le comment faire, parce que sans justice indépendante, il n'y a pas de démocratie apparemment. C'est clair et net. Merci. On va prendre une autre question pour répondre à son bouquet. Allez. C'est un exemple de fierté pour notre pays. Il a sacrifié sa vie pour la Tunisie.
Et comme je vous le disais, je suis élève de terminale et l'année prochaine, je fais sciences politiques. Et je promets de continuer ce combat et d'être là pour mon pays. Bravo. Allez. La parole, c'est à vous la parole. C'est moi. Bonsoir, Mohamed Bagouti. Donc, bonsoir madame. Rabbi Inch'Allah yarham aussi Chokri. Très concerné. Et en même temps, j'ai envie de poser une question là, vraiment géostratégique, c'est de dire la place de l'Algérie dans votre combat, parce qu'effectivement, vous posez énormément de problèmes de par la révolution. Vous avez posé des problèmes pour la révolution égyptienne, vous avez posé des problèmes pour toutes les révolutions. Et en même temps, je voudrais savoir, vous qui venez de l'intérieur, c'est la place de l'Algérie dans tout ça, qui est le grand frère et qui ne veut pas d'une vraie révolution, ça veut dire qu'ils ne veulent pas à côté d'un pays démocratique. Et que, donc voilà, je voudrais savoir comment vous voyez ce positionnement géostratégique. Basma, est-ce que vous voulez vous lancer sur... Elle ne va pas vouloir prendre la parole, j'ose dire là, et je sentais... On va passer la parole aux constitutionnalistes. Il me semble que ça me paraît plus opportun. Par la dernière question, la place de l'Algérie. Évidemment, l'Algérie, c'est le grand frère, c'est le grand pays à côté de la Tunisie. Mais la position de l'Algérie au début de la Révolution était bien évidemment crispée parce qu'elle voyait d'un mauvais œil une démocratie s'installer. Mais petit à petit, les choses sont plus ou moins évoluées lorsque les islamistes sont arrivés au pouvoir. Et au départ, ils les ont plus ou moins bien accueillis, bien reçus, mais ils se sont rendus compte parce qu'ils ont cru, comme peut-être sont beaucoup plus favorables à ce que l'Algérie combattait, en tout cas comme islam, que réellement un islam modéré qui allait introduire une forme de démocratie. Et c'est rapidement, leur relation s'est crispée. Le premier voyage qui a été effectué par Renouich, la première fois en Algérie, a été reçu comme quasiment le président. On ne peut plus faire du politique sans l'économie. Et à partir de là, la situation en Tunisie, elle est très très difficile sur le plan économique. Je ne t'attendais rien par rapport à cela. Et surtout, aujourd'hui, ce qui se passe, même si ça nous paraît quand même anecdotique, là encore, lorsque on met en avant la violence, lorsqu'on introduit le virus dans le corps social tunisien, qu'on peut tuer d'une manière purement, je dirais, une permission de tuer, parce qu'en Tunisie, à 8h30, on tue quelqu'un, on part un photo sans avoir été inquiété. Donc cela dit qu'il y a un vrai danger. Lorsque l'insécurité s'installe... Des droits de l'homme. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est... je ne suis pas définie au départ, donc je suis Hela Bousset, je suis une citoyenne tunisienne et je me définis comme féministe. Et je pense que ce refus-là est vraiment pour ne pas inscrire surtout les droits de la femme dans la Constitution, pour pouvoir faire des choses comme la polygamie ou autre chose. Et c'est grâce à l'association, c'est à l'AFP représentée aujourd'hui par Saïd Agalache, qu'il y a eu beaucoup de réserves dans la Constitution qui ont été levées grâce au combat des femmes dont Saïd Agalache fait partie. Et je la remercie pour cela. Merci. Alors, je sais qu'on va prendre monsieur au fond de la salle. J'ai pas fini, excusez-moi. Oui, il faut évidemment ça aussi. Je finis très rapidement. Oui. Et je vous dis donc aujourd'hui que du coup moi comme Tunisienne, le jour où Chokri Belaïdena et comme vous avez vu avec votre force et l'image que vous avez véhiculée de la femme tunisienne qui vient corriger une image qui ne doit être une image trop simple, une image bipolaire de Tunisien musulman entre de Tunisiens non musulmans, et c'est trop simple, ça simplifie beaucoup la société tunisienne. Vous avez donné une image d'une Tunisienne forte
une Tunisienne qui, malgré la douleur, est venue dire par dignité qu'elle va combattre et qu'elle va jamais s'arrêter avant de trouver les assassins de son mari. Moi, aujourd'hui, je vous dis que vous n'êtes pas seuls, qu'on est toutes et tous avec vous, et qu'on ne s'arrêtera pas aussi avant de trouver celui qui a tué Chokri, et aussi de sortir la Tunisie de cette impasse. Il essaye de nous ramener vers l'arrière et on ne la laissera pas faire. Voilà. Merci de ce témoignage. Moi, j'ai découvert Chokri Belaïd il n'y a pas très longtemps sur les médias et je voulais juste, pour être très pragmatique, parce que je crois que l'heure est grave et vous avez très bien expliqué à quel point on est dans une situation de changement de société et que l'heure n'est plus à dire on est gauchiste, on est social-démocrate. On est tous démocrates voulant une société de tolérance et il y a les autres. Je crois qu'il y a vraiment deux projets de société. Et je crois que ce que je veux simplement dire, madame, c'est que votre mari avait une qualité extraordinaire, qui est une qualité de pédagogie. Et moi, ce que j'aurais souhaité dans les aides que pourraient apporter peut-être les associations franco-tunisiennes ou autres, c'est de réunir toutes les interventions de votre mari dans les médias, de les sous-titrer, parce que je vous rappelle qu'ici, nous avons une députée, Narda, et que les Tunisiens de Tunisie ont été très étonnés du vote des immigrés, qui a été quand même majoritairement, extrêmement régressif. Et moi, personnellement, vivant depuis 40 ans en France, je suis très préoccupée par ça. Donc, moi, je crois au pragmatisme. Je pense que de réunir toutes ces vidéos que votre mari a fait avec une clarté, une confusion par rapport à l'histoire, par rapport aux acquis de notre tunisianité, serait vraiment un acte de solidarité, de sous-titrer, parce qu'ici, les émigrés, beaucoup de la deuxième génération qui ont le droit de vote, ne connaissent rien de tout ça, ne connaissent pas la richesse de notre tunisianité, où on n'a pas besoin de prêcheurs qui viennent d'Arabie Saoudite, plus ou moins avec des comportements pédophiles, pour nous... Moi, personnellement, nous allons faire des réunions avec des gens dans des quartiers ici, avec mes camarades de tous les partis, j'insiste, de tous les partis unis, et je crois à ça. On n'est plus à l'heure de dire, moi je suis de la Lajna Charabia, je suis Nidé, etc. Nous sommes unis dans un projet de société qui n'a rien à voir avec la barbarie. Et donc, moi je crois que c'est urgent qu'on ait des documents de travail, parce que votre mari, dans ses interventions, je l'ai écouté, réécouté, je le diffuse au maximum, est un outil pédagogique pour les gens qui comprennent l'arabe, parce qu'il parlait magnifiquement l'arabe, mais sous-titré, je vous en prie, parce que nous, on a une urgence ici, dans l'immigration. En Afrique du Nord, on mélange laïcité et athéisme. Or, ce qu'on veut, c'est de la laïcité dans l'Afrique du Nord. Et je présente mes condoléances à Maître Besma, d'ailleurs on s'est déjà vu tout à l'heure, et je présente mes condoléances à tous les gens qui sont libres d'Afrique du Nord. Malheureusement, on a tombé dans d'autres choses, on a tombé dans un discours politique, ce qu'on appelle ici en France, de l'extrême gauche, malgré, madame, s'il vous plaît, je suis là, j'ai entendu deux discours différents. Il nous rappelle toujours qu'on a toujours tendance, merci même à cette dernière intervention, qui nous rappelle toujours qu'on a tendance à diaboliser le politique, mais on veut rappeler tout le monde qu'on est en plein politique au quotidien de notre vie, au quotidien. Que dire quand on est en présence d'une conférence pour un assassinat politique? Merci pour tout le monde et merci beaucoup pour tout cet info. نموت ويحيى الوطن
voir avec Saïda. Vas-y, viens la voir. Vas-y. Voilà le livre, vas-y. Va voir là-bas. Et ça me fait plaisir, ça me donne beaucoup d'énergie. Je sais que je ne peux pas vous revoir quand même. Merci. Vous êtes venu de Valence. Je voulais tout à l'heure, vous me preniez en photo quand j'ai pleuré. Quand la mademoiselle. Je voulais qu'on est fort. Parce que moi, je ne suis pas fort dans ce truc-là. Oui, je vous ai vu. J'ai pleuré. Je n'ai pas su cacher mes larmes. Merci beaucoup. Ah bon, j'enlève les verres. C'est pas une photo, je filme toujours. C'est film, c'est film. Vous pouvez se rire, maintenant on va trouver des gens, on va poser des questions. كانوا شي ساعة ناكل شوية مش أحمد خذ وتصور أحمد. Ça y est, regarde. Dans une seconde, il y a 24 photos. Merci. Vous n'avez pas quelque chose à boire ou à manger À boire après. Jamais. J'ai aussi de rater le film. Vous buvez pas d'alcool? Si, moi je bois de l'alcool. Alors, on se présente. Je suis la chargée de communication à l'association ACEFT. C'est une association de coopération économique entre la France et la Tunisie. Et Madame Leila Gaddas, elle va se présenter après. C'est elle qui a organisé tout ça. Elle s'occupe de tout ce qui est événementiel. On est très heureux d'être accueillis ici ce soir à la maison d'avocats. C'était une vraie réussite. Il y avait beaucoup de Tunisiens qui étaient là pour la Tunisie, pour rendre hommage à Chokri Belaïd tout d'abord. On a discuté un petit peu sur l'avenir de la Tunisie et je suis satisfaite et je suis complètement heureuse. Voilà. Est-ce que vous avez eu le monde souhaité? Oui, alors moi je me présente, c'est Leila Gaddas, donc j'ai une entreprise d'événementiel et j'étais heureuse donc, de participer et d'aider l'association l'ACEFT à organiser cette conférence et on est heureux de recevoir Basma et ses filles et Saïda Garrash et donc on est vraiment aussi heureux de les avoir pu réussir à les faire venir jusqu'ici malgré toutes les difficultés qu'il y avait, pour tout ce qui concerne la logistique donc, par rapport au voyage. On est heureux aussi que le bâtonnier de Grenoble nous accueille dans ces lieux et qu'ils nous soutiennent parce que je pense aussi que sans les soutiens de la Maison de l'Avocat et des amis de la Tunisie et des Tunisiens, cet événement-là ne sera pas vraiment un événement heureux et réussi. Et surtout, vraiment l'association, donc il y a Riyad qui est lui le président de l'association, qui a tout fait pour maintenir donc cet événement-là malgré donc les événements qui sont passés, donc l'assassinat de Chokri Belaïd. Et là, on peut dire que vraiment on a réussi et on va continuer à refaire ce genre d'événement pour faire comprendre à tout le monde ce qu'est notre pays, la Tunisie, et que surtout faire expliquer à tout le monde qu'il ne faut pas céder à la violence. Voilà, merci. Voilà Maroc. Vas-y. Bon, je voudrais dire un petit mot au nom à mon nom bien sûr et au nom d'étudiants tunisiens. Au nom d'étudiants tunisiens comme Chokri Belaïd était un symbole du syndicalisme étudiant en Tunisie. Donc pour nous, pour les étudiants,
ça va rester un symbole d'ici 50 ans ou même plus en avant, parce que c'est extraordinaire pour comme histoire de militantisme étudiant. On ne peut pas oublier Chokri Belaïd, comme on n'a pas oublié aussi les gens qui sont morts depuis 30 ans, les étudiants, les militants et tout. On ne va pas oublier Chokri Belaïd parce que pour nous, c'est le symbole du syndicalisme étudiant, du militantisme étudiant. C'est un symbole pour l'UJET et pour tous les étudiants tunisiens qui aiment la liberté, la démocratie, la justice. Voilà. Merci. J'ai pas quand on organise tout ça et après déjà Razi avec les filles. Oui, mais c'est une patience, نشرب ماشي تحبها انا بيسانس ادميرال باش ناخذ منهج شويه مازال يا البنيت موني الساك هذا بتاع شكون؟ شو ساك هذا؟ شكون البنيله؟ كريمه ولا الليل زوز يلزم وين ماشي محمد؟ وين ماشي؟ فاهم انا عرفت شنو كان شنو برنامج ما كانش باش يشدوا اثنين نروح الليله يصير عندي صغار غدوه بالله يصدقك سلمنا عليها برشا شكون يساعد ورانيا بربي يسلم عليك نعدي طيب يا اخي جاوبني ميساج خلي جو سوي اون فيني افيك نقول لكم عشكون نقود بيه نقرا لكم الواحد. Ambiance de la fin, après la conférence. Nous sommes devant la maison des avocats de Grenoble, là où elle s'est tenue la conférence sur Chokri Belaïd. Voilà, nous avons tous les démocrates. Tous les démocrates qui sont présents pour défendre le droit, la liberté, la laïcité. Tous les démocrates sont présents. Hein. Et tout ce que vous voyez comme image, je suis derrière tout ça. Ben oui. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a piégé ce soir. Voilà. C'est pas l'enveloppe qui compte, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, une jeune tunisienne et dans la tête. En solidarité avec la démocratie totale. Même si l'enveloppe est agréable à regarder. Et le commentateur, il est excellent. Le commentateur, il est pilot, comme tous les soirs. Il a toujours soif, lui. Il pique même les verres. C'était une soirée extraordinaire. Il y a eu plein d'émotions. Il y a eu la présence donc, de Basma Belaïd, Saïd Agaraj, toutes les figures, on va dire, démocrates et des forces progressistes de la région. Il y a eu des moments forts avec le mot de Basma, avec le mot de Saïd qui est revenu sur ses premières... comment elle a connu Chokri, les moments passés à l'université ensemble, les premières leçons de la politique qu'elle a eues de Chokri Belaïd. Et voilà, par la suite on a eu l'apéro, ça c'est sûr. En tout cas, ça a tourné ambiance bon enfant. Bon enfant, oui. Le rendez-vous, il a répondu présent. Oui, il y avait plein de monde. La salle apparemment, il y a eu aussi des grandes personnalités locales. Des maires, des bâtonniers
Ouais, tout le monde il a répondu présent. Et pas seulement que de la région. On a eu des gens qui sont arrivés de Genève, des gens qui sont arrivés de Lyon, des gens de la région. Ça reste en Alpes, mais il y a eu des gens qui sont arrivés de plein d'endroits à côté. C'est des émotions comme ça, on reste optimiste. C'est sûr que des gens qui sont aussi déterminés ne se laisseront pas faire et ne seront pas vaincus. Excusez-moi, je voulais juste dire au revoir, je prends les bouts, je viens au revoir, je suis... Bonne nuit. Écoutez, on a passé une soirée fantastique avec la Tunisie, avec Basma et avec beaucoup de Tunisiens, avec un accueil chaleureux du bâtonnier de Grenoble et de Grenoble. Donc une synthèse extraordinaire. Je pense que c'était une soirée un peu magique, c'était une soirée tunisienne. Et puis ça a été fait pour la liberté, ça a été fait pour dédié à Chokri Belaïd. Franchement, il nous a fait traverser de l'émotion, c'est venu des tripes, donc c'est difficile de trouver les mots à ce moment T. Mais voilà, ce que tous les Tunisiens veulent, c'est ce qu'on veut tous, ou ce qu'on souhaiterait tous, c'est que c'est la continuation d'un combat, ou le sien qui est peut-être le nôtre, et le nôtre qui est peut-être le sien aussi, tout simplement. Merci beaucoup, à très bientôt. Asma al-akhir.